Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Le grand bleu, c'est l'océan, immense miroir du ciel, tumultueux, où chaque goutte regorge de vie, où les fonds et les abysses sont un monde merveilleux. Le grand blanc, ce n'est pas seulement la montagne enveloppée de son manteau de neige. C'est aussi quand la presse tait un événement majeur, qu'elle l'occulte, qu'elle le passe sous silence, à la trappe. Le grand blanc, c'est quand la presse s'auto-censure. Le grand blanc, c'est quand la presse cultive l'art difficile de ne pas s'exprimer sur un sujet d'une grande importance. C'est le cas aujourd'hui avec le procès Khalifa à Nanterre. Hier a été le 3e jour du procès au tribunal de grande instance de Nanterre. Un procès tellement important qu'il se déroulera pendant 3 semaines consécutives. Mais, curieusement, malgré l'extrême gravité des faits, c'est le grand blanc. Autant dans la presse algérienne que, curieusement, dans la presse française. Hormis Al-Watan et quelques journaux en ligne, c'est silence radio. Normal. Pour tous ceux qui connaissent le fond de l'affaire, celle qui est connue pour être hautement toxique, parce qu'il sera question dans le déroulement de ce procès de l'implication de barons du régime parmi les plus importants. Une affaire qui pourrait sembler anodine, une affaire d'abus de confiance, de détournement et de banqueroute, mais c'est l'arbre qui cache la jungle. Des grands-ducs seront directement concernés par le déballage. Si déballage il y aura, parce que d'intenses tractations ont eu lieu entre des représentants du régime et des témoins, des mises en cause, avec des promesses et du chantage pour les dissuader d'être trop disaires sur certaines transactions. Le principal accusé, Abdelmoumen Khalifa, a été mis à l'abri de l'indiscrétion. Il est chaudement installé dans une prison algérienne. À la demande d'extradition émanant de la justice française, le ministre algérien de la Justice a répondu que l'Algérie n'extrade jamais ses citoyens. Zama, question d'honneur national, de grands principes et tutti quanti. Ces citoyens, l'État algérien, les pille, les torture, les tue, les fait violer, les réduit à l'indigence, les anesthésie, leur ment, les dresse les uns contre les autres, leur impose un impotent en guise de président, bourre leurs urnes, dilapide leurs richesses, mais ne les extrade pas. Surtout s'ils risquent de vendre la mèche. Mais pourquoi et comment ce régime a-t-il réussi à imposer un grand blanc dans cette affaire? Pourquoi? Tout simplement parce que le réseau parisien du Golden Boy Khalifa servait à arroser les principaux dirigeants algériens, leur parentèle, leur clientèle, etc. Les sociétés Khalifa étaient devenues une sorte de caverne d'Ali Baba où il suffisait d'avoir le sésame pour se servir. Plusieurs résidences dans des quartiers chics ont été offertes à des gens, y compris aux frères du président Bouteflika, aux 2 frères du président Bouteflika. Mais pas seulement. Des dizaines de millions d'euros leur ont été généreusement distribués, à un moment où la manne pétrolière n'était pas celle d'aujourd'hui. Mais la générosité de Khalifa n'a pas touché que les ripoux algériens. Elle s'est aussi largement répandue
sur des politiciens français, des patrons de presse, des personnalités de tout genre dans le Gotha parisien. Comment? Comment le régime algérien a pu obtenir un tel grand blanc? C'est simple. Pour ce qui est de la presse algérienne, il a suffi de lui enjoindre de regarder ailleurs. La carotte de la pub, monopole exclusif du régime, et le bâton de sa suppression, ainsi que celui des dettes effarantes de l'impression pour certains journaux, semblent avoir été très dissuasifs. La presse algérienne a le choix, une tartine beurrée des deux côtés ou pain sec et volée de bois vert. Pour la presse française, la méthode est autrement plus complexe, mais elle est éprouvée désormais. Elle consiste à faire jouer les lobbies algériens devenus très puissants depuis qu'ils sont branchés directement à une vanne financière inépuisable. Des réseaux qui ont réussi à infiltrer le monde de la presse, de la politique et surtout des groupes de pression. Des réseaux qui ont pénétré jusqu'au lobby sioniste. C'est dire. En tout état de cause, aussi invraisemblable ceci peut-il paraître, hormis donc Al-Watan, toute la presse algérienne francophone a mis une sourdine sur cette affaire. Un non-événement donc. C'est cela, c'est cette autocensure et cette docilité devant l'injonction des maîtres du jeu que les professionnels de la presse devraient discuter. C'est là la boîte noire du grand crash d'une presse prometteuse et qui a fini sur le ventre, à plat ventre, parce que l'attrait de la mangeoire est trop fort pour certains patrons de presse. Je ne doute pas que les Algériens, les journalistes algériens, souffrent de cette situation, autant si ce n'est plus que leurs propres lecteurs. Le moment est peut-être venu pour eux de briser le joug, le carcan, de parler de leur profession, de l'humiliante posture dans laquelle ils sont confinés. L'heure doit sonner pour une si noble profession de secouer ses puces voraces, dans un pays où la presse est devenue un outil entre des mains douteuses, dans un pays où le régime a poussé l'absurdité à créer un ministre de la presse. Aujourd'hui, nous n'avons donc pas eu un grand choix de journaux. Pour la presse algérienne francophone, un seul titre, Al-Watan. Al-Watan. Tribunal de Nanterre, Madame Khalifa acculée par les juges. Pour la presse d'outre-Méditerranée, Jeune Afrique. Corruption, procès Khalifa en France, Rafiq signé, son groupe payé. Et un quotidien que nous avons inventé pour combler notre top 3, pour aujourd'hui, un petit clin d'œil, un journal que nous avons créé nous-mêmes, le quotidien sous contrôle, le Grand Blanc. Voilà, notre journal, le quotidien sous contrôle, Affaire Khalifa, le Grand Blanc. Avec nous pour en parler, Faisal Mettaoui, journaliste à Al-Watan justement. Faisal, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamal, merci à vous. Merci. Alors, que vous inspire donc ce Grand Blanc dans la presse au sujet de ce procès de Nanterre? Oui, il y a une bonne partie de Grand Blanc, effectivement, par rapport à ce procès. Peut-être que pour le côté français, je sais que l'agence France-Presse, qui l'a acheté, qui serve tous les médias à travers le monde, a couvert déjà le procès pour au moins 2 ou 3 dépêches. Bon, les médias français ne couvrent pas, c'est une grande question, effectivement, parce que c'est une affaire qui a beaucoup d'implications franco-algériennes, beaucoup de révélations, normalement. Des journaux qui sont, surtout une bonne partie de la presse française qui adore les scandales. Peut-être que ce genre de procès, on l'aurait intéressé. Mais bon, c'est une question. Du côté algérien, je sais qu'au début, le premier jour du procès, certains de nos confrères ont essayé de couvrir, puisque le procès a eu lieu à Nanterre en France et la plupart des quotidiens algériens n'ont pas de correspondant sur place. Le bureau APS, Algérie Presse Service, n'a pas couvert le procès, alors qu'il a un bureau à Paris. Et donc, pour les autres journaux, notamment le Watan, le Liberté, Khabar du moins et Chourouk, ont essayé de rapporter ce procès. Je ne sais pas s'il y a des injonctions, Jamal, par rapport à cette question, bien que la logique aurait été d'envoyer des journalistes bien sûr sur place, des envoyés spéciaux, pour couvrir et donner les détails. Peut-être qu'à un certain niveau, pas uniquement à Alger, mais peut-être à Paris, là où il y a, Abdelmoumar Khalifa a fait beaucoup de fortune. À l'époque, les autorités françaises, tout le monde était au courant, et côté algérien également. Peut-être qu'aujourd'hui, en 2014, après le 4e mandat du président Bouteflika qui a ce pouvoir, au moment où beaucoup de monde
court derrière les contrats, parce qu'il y a une bousculade de ministres et de secrétaires d'État occidentaux qui viennent à Alger depuis quelques semaines. Peut-être que tout le monde ne veut pas entendre cette vérité, mais est-ce que, la grande question, est-ce que la justice française est prête à aller jusqu'au bout? Parce que quand j'ai suivi un peu ce qui a été couvert par nos confrères algériens de ce procès, j'ai l'impression que la juge est entrée dans un couloir un peu politique, en essayant de politiser l'affaire, peut-être pour éviter qu'il y ait de la vérité. Je me dis peut-être, on se pose encore des questions. Mais, généralement, Faisal, dans le métier, généralement, c'est des journalistes spécialisés dans le compte-rendu judiciaire pour des affaires. Alors, côté français, côté presse française, hein, surtout à Nanterre. À Nanterre, généralement, il y a des journalistes spécialisés dans le compte-rendu judiciaire pour des affaires 100 fois moins importantes. Mais cette fois-ci, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'à la limite, s'il n'y avait pas eu un journal, ou deux, ou trois, on aurait compris, mais qu'il y ait un grand blanc sur toute la presse francophone, pratiquement, à part Jeune Afrique, que j'ai trouvé sur le net, il y a de quoi se poser des questions. C'est incroyable. Oui, il y avait de quoi se poser des questions. Évidemment, je ne sais pas si nous on peut faire le procès de nos confrères français, mais je me dis, nous, on se content de nous interroger en constatant la situation. D'habitude, ce genre de scandale, parce qu'il s'agit d'un scandale, parce que vous savez, un groupe qui était comme ça, beaucoup de milliards, qui apparaît de nulle part, qui achète des appartements à Paris, parce que Madame Khalifa a confirmé devant le tribunal que son mari a acheté 2 appartements au 7e arrondissement de Paris, qui est un arrondissement très chic. Oui. On vient de perdre Faisal, donc en attendant qu'on réussisse à le joindre ou à joindre notre invité. Donc voilà, Khalifa, l'affaire Khalifa à Nanterre qui a commencé il y a 3 jours, c'est le 3e jour aujourd'hui. Absence totale de la presse francophone algérienne, alors que les grands journaux algériens ont tous, je le précise, des correspondants à Paris. Il suffit de prendre le métro pour s'y rendre. Et que généralement, ces correspondants à Paris couvrent des événements beaucoup moins. Alors, Faisal, vous êtes de nouveau avec nous? Oui, je suis là. Voilà, on a été coupé. On a été coupé. Donc voilà, on revient à cette question donc d'absence totale, non seulement de nos confrères français, mais aussi je disais à l'instant quand on avait été coupé, que nos grands journaux francophones ont tous des correspondants à Paris. Moi, j'étais à Paris, je le sais, je l'ai rencontré. Donc, généralement, ils se rendent dans les palais de justice, à Nanterre notamment, pour rendre compte d'affaires beaucoup moins importantes. Oui, parce que normalement, logiquement, on est dans l'obligation de donner de l'information à nos lecteurs. On est dans l'obligation d'informer. On n'est pas, nous, les journalistes, vous savez, les journalistes, ce ne sont pas des avocats, ils ne sont pas des juges, ils ne sont pas des procureurs, ils ne sont pas des policiers. Les journalistes se contentent, moi-même, par ce passé, j'ai eu à couvrir plusieurs procès en Algérie. L'idée, c'est de rapporter ce qui se dit à l'intérieur d'un tribunal, parce que le public, pour simplifier les choses, le public ne peut pas accéder au tribunal, mais il serait intéressé de savoir ce que dit Mme Khalifa, ce que dit des avocats de Khalifa, ce qui se rapporte, parce que peut-être c'est une manière aussi d'avoir un peu de vérité, parce qu'on a l'impression que des deux côtés de la Méditerranée, on a intérêt à étouffer une partie de la vérité, un quart de la vérité, toute la vérité, je ne sais pas, c'est-à-dire on verra. Quand est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? L'extradition de Khalifa Abdelmoumel vers l'Algérie à partir de Londres, vous savez combien de temps ça a pris, quelles ont été les implications, comment ça s'est déroulé, comment le dossier a été préparé. Il en est de même du côté français. Les Français n'ont pas fait beaucoup de pression pour avoir l'extradition des Britanniques, parce qu'il était en Grande-Bretagne, pour qu'ils viennent à Paris, pour qu'ils soient jugés, mais ils ont entendu qu'ils sont en Algérie pour qu'on demande une extradition. Donc il y a une espèce de jeu assez bizarre pour justement peut-être éviter que Khalifa dise des choses, parce que Khalifa, à un moment, s'il est prêt à parler devant le tribunal algérien ou le tribunal français, il doit dire comment il a eu tout cet argent et qui l'a couvert, parce que c'est ça le plus important. Et Khalifa, effectivement, pour apporter de l'eau à votre moulin, est devenu une patate chaude que chacun repasse à l'autre
Et les Algériens ont été bien contents d'une certaine manière de l'avoir. Mais maintenant, je présume que le procès ne sera pas pour demain. Sinon, je voulais préciser que votre journaliste, moi j'ai lu ses comptes rendus, ils sont excellents. Il a fait des comptes rendus très probes, très intègres, très professionnels. Mais sinon, Faisal, pour nous, l'affaire Khalifa est en fait un prétexte pour parler de cette grande carence, de ces grands blancs qui sont observés de temps à autre concernant des événements très importants. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des injonctions lancées à la presse? Est-ce qu'il y a des pressions exercées sur les journaux pour les empêcher de parler de tel ou tel sujet? Vous, qui êtes journaliste à Al-Watan. Écoute, Jamel, écoutez, je ne sais pas s'il y a des élections directement, mais vous savez, nous sommes dans un système qui est opaque. Vous savez que le journal du Fajr, par exemple, s'ouvre actuellement avec l'imprimerie d'Alger-Centre, enfin du centre algérien, c'est une imprimerie qui dépend de l'État. Et curieusement, cette imprimerie a découvert que le Fajr a des dettes et qu'il doit les payer, alors qu'entre les deux entreprises, il y a un échéancier qui est déjà signé, que l'entreprise du Fajr s'est entendue avec l'imprimerie pour payer avec échéance, et malgré ça, on demande au journal de payer tout de suite, rebuter ses ongles. Alors, pardon, alors que tout le monde sait en Algérie qu'il y a beaucoup de journaux qui ont été créés depuis l'arrivée de Bouteflika au pouvoir en 99, des journaux fictifs, des journaux qui tirent à 2300 exemplaires, qui n'apportent rien du tout, entre guillemets, au débat national, politique, économique, culturel ou autre. Disons, ces journaux ne payent pas l'imprimerie. Il y a même des journaux qui sont bien protégés par le gouvernement ou par le pouvoir ou par une partie du pouvoir qui ne payent même pas les impôts. Donc on est dans une situation qui n'est pas du tout saine, dans un climat qui n'est pas du tout clair et obscur. Et donc cette manière de laisser les journaux ne pas payer et de ne pas payer les impôts pour après exercer des pressions, c'est une méthode qui existe depuis les années 90. Et tout le monde sait comme le Watan a été arrêté au milieu des années 90, le journal de Matin, le journal de la Nation, le Jazair Lyon, beaucoup de journaux qui étaient un peu critiques vis-à-vis du gouvernement, subissent ces pressions de l'imprimerie. Il y a d'une part. D'autre part, il y a d'autres formes de pression. Il y a des pressions à travers ce qu'on appelle les inspections de travail, il y a des pressions à travers les impôts, parce que vous savez, en Algérie, tellement c'est pas du tout juste et équitable, que les services des impôts, un matin, ils peuvent venir, notre journal public, par exemple, une enquête sur la corruption, ça s'est arrivé plusieurs fois à Khabar, à Al-Watan et notamment chez Our. Le jour même, il y a des impôts qui se présentent et vous disent, vous avez un redressement de 3 ou 4 milliards. Redressement fiscal. Des centimes. Donc on est sous pression. Il y a des pressions sur les journaux, oui. Oui. Mais on est passé de la période de l'imprimature, si vous vous rappelez, à une sorte de censure quasiment déclarée, à aujourd'hui une forme d'auto-censure. Ça veut dire, ce bâton dont vous parliez, qui est là, qui est au-dessus de nos têtes, des têtes des journaux, ça veut dire, il vous laisse ne pas payer votre imprimeur, ne pas payer vos impôts, il vous laisse la longe sur le cou, mais dès que vous sortez de cette autocensure que vous devez vous imposer, le bâton tombe. C'est bien ça. Maintenant, c'est de l'autocensure bien comprise par tout le monde. Oui, on veut effectivement imposer l'autocensure. On veut aussi imposer aux éditeurs de ne pas aborder certaines questions. Vous savez, la libération, en fait, enfin la liberté de la presse, l'indépendance, c'est d'avoir son propre imprimerie. Le Watan et le Khabar, ils ont leur propre imprimerie. D'autres journaux, notamment, sont en train de travailler pour avoir propre imprimerie, parce que vous savez, l'Algérie est un pays curieux, nous l'avons déjà signalé sur le Maghrébien. C'est le seul pays au monde qui possède des imprimeries. Les imprimeries, c'est une affaire de privé, c'est une affaire d'entreprise commerciale. L'impression, c'est un marché pour vendre et acheter. Ce n'est pas à l'État de gérer des journaux, ce n'est pas à l'État de donner ordre à une entreprise pour demander de payer ses dettes, ce n'est pas à l'État de gérer la publicité, parce que la publicité, c'est aussi une arme utilisée contre les journaux. Nous allons y venir. Le Khabar et le Watan ont été empêchés pratiquement d'avoir de l'imprimerie et de la publicité publique depuis les années 80. Nous allons y arriver, Faisal. Faisal, le problème de la publicité, nous allons y arriver, mais j'aimerais qu'on finisse sur cette histoire d'imprimerie. Donc l'État conserve une sorte de monopole de l'imprimerie, de moyens considérables, pour pouvoir faire pression sur les journaux. On est bien d'accord?
Oui, absolument. Et les journaux, la plupart des... De manière de faire pression, oui, oui. Et la plupart des journaux n'ont pas les moyens d'avoir, comme El Khabar et Al Watan, d'avoir leur propre imprimerie, une imprimerie dans laquelle ils sont mis ensemble. Absolument, mais c'est-à-dire que les journaux devraient, devraient travailler ensemble. C'est-à-dire qu'en Algérie, il faudrait faire comme cela a eu lieu déjà dans le passé, dans un pays comme l'Uruguay, dans le sud de l'Amérique du Sud, où il y avait une dictature. Et pour contrer la dictature, les journaux se sont réunis ensemble pour d'abord réunir leurs moyens financiers et matériels pour faire publier leurs journaux, mais également pour traiter de l'information. Bon, l'autocensure, oui, il y a une forme d'autocensure. Je sais, c'est pas valable bien sûr à tous les journalistes, c'est pas valable à tous les journaux, mais disons qu'il y a des journalistes qui ont peur d'aborder cette question. À un moment donné, la critique même des politiques gouvernementales, c'est très simple, hein. Politique économique, sociale, sportive, des questions banales, c'est devenu presque suspect d'aborder ces questions. J'ai l'impression, quelque part, que les confrères regrettent. C'est bien sûr qu'il y a beaucoup d'espaces de liberté qui ont été arrachés en Algérie, notamment sur Internet, notamment sur certains sujets. La liberté quand les caricaturistes en Algérie, qui quand même traitent avec une manière assez libre les questions parfois sensibles. Mais disons qu'il y a toujours des terres à conquérir sur ce plan. Mais on a l'impression qu'en Algérie, les journalistes militent seuls. Et on n'a pas ce soutien de la société. Bien sûr, ce que je dis, c'est tout à fait subjectif et peut-être qu'il peut être faux quelque part, mais disons que parfois, quand le journaliste se retrouve devant un tribunal, devant un juge, parce que les juges en Algérie, c'est les ennemis des journalistes. Hein. Les juges, quand vous êtes devant eux, c'est rare qu'ils vous donnent raison. Hein. Ils ont choisi leur camp dès le départ. Donc il y a aussi un grand problème d'indépendance de la justice en Algérie, du travail de la justice. Mais disons que les journalistes, parfois, pour ces petits espaces de liberté, ils ont besoin d'avoir le soutien de la société civile, des partis, des syndicats, du Parlement, etc. Donc c'est tout un civil. L'autocensure se développe lorsque le climat de liberté est fermé, lorsqu'il n'y a pas de possibilité d'ouvrir les fenêtres. Alors, Faisal Moutaoui, vous nous avez expliqué ce bâton de l'imprimerie que le pouvoir se ménage. Et si vous nous expliquez maintenant comment se passe la carotte de la publicité. Disons que vous savez qu'en Algérie, il y a une agence qui s'appelle, c'est une entreprise qui s'appelle l'Agence nationale d'édition de publicité. Bien sûr, moi, je n'en veux pas du tout à la nef. Cette entreprise, c'est une entreprise d'État qui reçoit des ordres aussi parfois. C'est une agence, une entreprise qui essaie d'être correcte parfois. Mais malgré ça, il y a toujours des injonctions. Par exemple, des injonctions. Par exemple, quand vous avez des wilayas qui veulent faire de la publicité pour un projet de construction, ou une MENA ou une APC, ils sont obligés de passer par la MEF pour le faire publier dans un journal. Et ces annonceurs de l'État n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas choisir eux-mêmes les journaux, parce que moi, en tant qu'annonceur, je voudrais bien publier dans un journal où les gens, qui est accessible au public, qui est largement accessible et qui peut réaliser mes objectifs commerciaux ou économiques. Mais non, la question c'est que la publicité passe automatiquement à Al-Moujahid, qui est un journal gouvernemental. Et en Algérie, c'est aussi une institution presque mondiale, puisqu'il n'y a plus de presse qu'on appelle la presse gouvernementale dans le secteur de la presse écrite. En Algérie, on maintient quand même à vie des journaux qui ne vendent pas du tout, qui ne sont pas élus. Disons que c'est un symbole. Donc, on peut fermer les yeux parce qu'elle a été symbole de la guerre de libération, comme Chab en arabe. Mais disons que la publicité, oui, elle est gérée d'une manière politique. Ce n'est pas une gestion commerciale, ce n'est pas une gestion qui dépend des normes internationales en vigueur actuellement. Et là, dans ce domaine, l'Algérie est dans le Moyen-Âge. Et que pensez-vous du fait que le pays a un ministre de la presse? Même ici, vous êtes en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne... Non, je parle de l'Algérie. Je parle de l'Algérie. L'Algérie a un ministre de la presse. Oui, je commençais à parler de la Grande-Bretagne parce que c'est également un exemple en matière de gestion de la presse et des médias. En Algérie, on a un ministère de la communication, c'est beaucoup plus large que la presse, mais on ne sait pas exactement quelles sont les prérogatives. Est-ce que c'est un ministère qui gère les accréditations pour les journalistes étrangers? À ce moment-là, on ne voit qu'à ce moment-là. Est-ce que c'est un ministère qui peut intervenir dans la gestion et la nomination du directeur de radio et de télévision? Parce que la nomination des radios et des télévisions étatiques ou gouvernementaux en Algérie, c'est une nomination qui est tout à fait opaque. On ne sait pas pourquoi telle personne a été enlevée, pourquoi elle a été nommée, pourquoi on fait appel à elle une deuxième fois. C'était le cas de Hamra Al-Hadeb Choukri. Je ne sais pas si Hamra Al-Hadeb
Chauffé était un grand exemple de compétence quand il revient, même au ministère, il part à la télévision, il devient ambassadeur, et bien sûr, avec tout le respect qu'on doit à la personne, mais je suis en train de parler de la fonction. La même chose pour ce ministère de la communication. Je crois que ce ministère, il faudrait bien qu'on se pose des questions, surtout que la prochaine loi, la loi sur l'information qui a été adoptée en 2012, la loi sur l'audiovisuel, prévoit des autorités de régulation. S'il y a des autorités de régulation, le rôle du ministère de la communication en face, on n'a pas de réponse. En fait, ce n'est pas ministre de la communication. En fait, c'est le ministre de la presse. Pour appeler les choses par leur nom. Parce que quelle communication? Oui, parce que la communication, c'est beaucoup plus large. La communication, absolument. La communication de gouvernement. Parce que normalement, logiquement, un ministre de la communication aurait été le porte-parole du gouvernement. Voilà. Ou de la présidence de la République. Voilà, absolument. On ne veut pas on ne veut pas que le gouvernement s'explique sur ses politiques, qu'il donne des clarifications. C'est le gouvernement qui décide, on doit tous exécuter, personne ne doit contester. Mais c'est ça qu'effectivement, le rôle de ce ministère se pose dans l'Algérie de 2014. Le monde a tellement évolué. Maintenant, il n'y a plus de frontières à l'information. Comment on peut donner à l'information et à l'administration? S'il y a des autorités de régulation, s'il y a des conseils supérieurs de ce qu'on peut appeler l'information ou la communication, il y a le ministère de la communication ne sert à rien. Exactement. Et que pensent les journalistes algériens de cette situation où ils sont confinés, en fait, où ils ne sont pas partie présente dans des commissions qui devraient être paritaires, comme par exemple la commission d'attribution de la carte professionnelle, comme au conseil à l'audiovisuel, en fait des organismes de régulation, comme vous disiez. Et en plus, que pensent ces journalistes de ces pressions intolérables qui sont les pressions qui sont exercées par le régime sur leur profession, sur le fait qu'ils sont obligés de s'auto-censurer, ils savent qu'ils ne doivent pas écrire telle ou telle chose parce que ça ne passera pas, de toutes les façons. Vous savez, Jamal, la liberté d'expression, ça s'arrache aussi, hein, parce que aussi on attend que le gouvernement donne de la liberté aux journalistes et les laisse écrire ce qu'ils veulent, on peut attendre un siècle. C'est un combat, en fait. C'est un combat, le journalisme est un combat. Il faut toujours essayer d'arracher sa liberté, de militer pour ça. Et est-ce que les journalistes sont prêts à engager ce combat pour se libérer de cette emprise mortifère? Oui, moi je pense. Il y a beaucoup de confrères assez honnêtes, professionnels, d'un haut niveau de professionnels, partout, dans la pratique, dans la télévision, la radio, partout. Je connais beaucoup de grandes compétences qui existent. Des gens qui essaient de militer par les petits moyens qu'ils ont. Mais encore une fois, Jamal, la liberté d'expression, c'est une affaire de la société, c'est toute la société. Le journaliste seul ne peut pas faire grand-chose. Le journaliste qui se met dans un journal ou dans une radio ou dans une télévision, qui n'a pas toute la solidarité, je crois que l'idéal c'est de revenir à une solidarité confraternelle en oubliant les clivages, parce que le pouvoir en Algérie a toujours joué, c'est pas nouveau, les clivages entre presse arabophone, presse francophone, presse écrite, presse audiovisuelle, presse publique, presse privée. Ils jouent un peu sur ces divisions, ces divisions fictives, parce que c'est toujours le même travail journalistique. C'est vrai qu'on n'a pas les pressions, disons les persécutions du passé, c'est-à-dire des journalistes traînés en justice, etc. Le pouvoir en Algérie est assez malin, il a compris que ça ne sert à rien, parce que ça ne vient pas des mots-têtes par rapport à ces partenaires étrangers. Donc les pressions ont changé de forme. C'est des pressions beaucoup plus sournoises. C'est des pressions aussi à travers la corruption, à travers les tarqiyat que maintenant en arabe, c'est-à-dire on fait beaucoup de promotions professionnelles pour tel ou tel journaliste pour qu'il se taise. Donc les journalistes pas tomber. Donc l'idéal également, en plus de la solidarité, c'est de revenir à un conseil d'éthique et de déontologie nommé, installé par les journalistes, pas par les ministères. Parce que curieusement, la loi sur la prévoit un conseil d'éthique qui est nommé par le ministère de la Communication. Ça, c'est pas normal, c'est pas au gouvernement de gérer l'éthique du journalistique. Idem pour les avocats, pour les autres métiers. L'éthique, c'est une affaire des professionnels. J'ai appris que le ministère de la Communication va nommer bientôt une commission paritaire composée de journalistes et de certains représentants du ministère pour étudier la situation de la presse, parce qu'il y a des cas aussi. Vous savez, il y a des journaux où les journalistes ne sont pas assurés. Il y a des journaux où il n'y a pas des journalistes entre des journalistes stagiaires qui travaillent
travaillent dans le noir. Et ben, il y a une situation qui est très très difficile sur le côté socio-professionnel, parce qu'il n'y a pas que le côté politique. Donc il s'agit aussi d'assainir ce secteur. Et l'assainissement ne viendra qu'aussi bien un retour aux pratiques universelles en la matière, lorsqu'il y a un véritable climat de liberté, et de liberté totale, pour qu'on puisse avoir une presse de haut niveau. Bien sûr, la presse algérienne est parmi les meilleures, avec toutes ces proportions gardées dans le monde arabe et en Afrique, tout le monde le dit, mais on peut faire mieux, parce que nous avons beaucoup de moyens matériels, professionnels, humains, pour qu'on ait une presse capable de relever les défis. Mais là, il faut aussi une volonté politique des uns et des autres. La volonté politique, j'ai l'impression que c'est une Faisal Mattaoui, merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés dans cette explication de texte de ce qu'est la presse en Algérie. Merci d'avoir dit, Faisal, que la liberté de la presse est l'affaire de toute la société. Pour qu'on cesse d'avoir affaire à des grands blancs, et pour que la presse algérienne puisse devenir réellement libre d'exprimer et de donner de l'info vraie. Merci beaucoup. Salam alaikum. À demain.